Bonjour Serge et merci d'être venu réfléchir avec nous. Tu es docteur en anthropologie, thérapeute familial, directeur de l'Institut d'anthropologie clinique de Toulouse, qui est un lieu de consultation, d'études, de recherche et de formation connu de nombre de travailleurs sociaux et autres. Tu es aussi coordinateur d'un diplôme universitaire de thérapie familiale à Toulouse. Nous t'avons sollicité pour nous aider à penser la question des parentalités empêchées, besoins de l'enfant et accompagnement de ces enfants et parents en espace de rencontre. Tout d'abord, nous travaillons en espace de rencontre sur la mise en place des droits de visite et la reprise ou le maintien des relations dans des situations de rupture familiale. Quelle différence fais-tu entre lien et relation ? Alors, c'est vraiment une question importante parce que parfois on pourrait avoir l'impression que parmi les professionnels, que ce soit les magistrats ou les professionnels qui interviennent dans le champ de l'enfance, lien et relation pourraient être considérés comme des synonymes presque. On pourrait dire lien, relation, de quoi on parle. Je crois que c'est important de bien clarifier d'un point de vue du fonctionnement psychique et relationnel comment ça s'articule ces deux dimensions du lien et de la relation. On a essayé de travailler dans la perspective de l'anthropologie clinique, c'est-à-dire une perspective qui est une perspective intégrative, c'est-à-dire l'idée que différents modèles, neurosciences, psychanalyse, théorie de l'attachement, approche systémique, puissent à un moment donné trouver un espace théorique pour pouvoir penser, chacun avec son modèle propre, avec sa propre lecture, des problématiques cliniques qui nous concerne tous, et en l'occurrence la question des liens et des relations. Donc le modèle qu'on a essayé de proposer, qui prend en compte ces différents modèles, neuroscientifiques, attachement, psychanalyse systémique, propose de distinguer relations et liens de cette manière-là. Une interaction est un ensemble d'échanges de signes entre des personnes, entre des sujets. Ces signes pouvant être à la fois émotionnels, comportementaux, verbaux. Et donc cet ensemble de signes qui sont échangés vont donner lieu à une mise en sens par chacun, par chaque sujet. C'est-à-dire que ce signe devient sens pour un sujet et ce sens va devenir une trace mnésique, c'est-à-dire une empreinte dans la mémoire, une empreinte synaptique, qui va servir d'anticipation au comportement dans la relation. La mémoire chez l'être humain n'est pas simplement une bibliothèque pour sortir les albums photos des bons moments ou des mauvais moments, mais c'est avant tout une disposition émotionnelle pour l'action. Donc, mise en sens, trace mnésique, anticipation, comportement, et donc des deux côtés, on va voir ce mouvement. Et lorsque cette interaction se répète, se rejoue dans différentes situations, on a une stabilisation de l'interaction. Au fond, on pourrait appeler ça une auto-organisation relationnelle, c'est-à-dire que cette interaction devient une inscription de la relation. Donc on pourrait distinguer ce qu'on observe, nous, comme échange de signes entre des sujets, et pour moi, ça c'est la relation. Et puis la partie psychique, c'est-à-dire cette inscription mnésique pour chacun de la relation avec l'autre, cette inscription, pour moi c'est le lien, c'est-à-dire la partie psychique de la relation, l'inscription de la relation dans le psychisme. Et donc on voit bien qu'on a une interdépendance puisque cette inscription psychique va devenir la détermination, les conditions possibles de la relation. Si j'ai dans la tête un enfant qui me persécute et si en tant qu'enfant j'ai un parent qui me fait peur, qui m'insécurise, eh bien je vais me comporter dans la relation à partir de cette inscription psychique, à partir de ce lien. Donc on voit bien que lorsqu'on parle de maintien des liens, qui est un vocabulaire assez fréquemment utilisé, on va mettre des espaces de rencontre pour maintenir les liens, des visites médiatisées pour maintenir les liens, etc. En réalité, il s'agit de maintenir des relations, reprendre des relations, continuer, poursuivre des relations. Et le risque, c'est que si on ne prend pas en compte la qualité, l'endommagement de ces liens, donc de ces déterminations psychiques chez l'un et chez l'autre,
eh bien on risque de simplement répéter de façon mortifère la relation. Et donc encore plus de relations mortifères, encore plus de liens endommagés, encore plus de relations mortifères, etc. etc. Donc il me semble que les professionnels, qu'ils soient magistrats ou qu'ils soient les acteurs de ces maintiens de relations, devraient avoir en tête cette question-là et se demander, selon le niveau d'endommagement des liens, peut-être à commencer par travailler cette question des liens avant simplement de répéter des relations qui sont problématiques pour le développement de l'enfant. Donc c'est une question qui est vraiment très très sensible parce qu'il me semble que parfois on se contente de simplement mettre en relation sans retravailler les mises en sens chez l'enfant et chez le parent de ce qui se joue dans la relation, dans ce qui se passe dans la relation. Alors je sais bien que ça prend du temps, ça prend des moyens, ça voudrait dire préparer la rencontre avant, avoir un temps d'échange avec le parent, qu'est-ce qu'il a dans la tête, quel sens il donne à la relation précédente, comment il voit son enfant et dans quelle disposition il est aujourd'hui par rapport à cet enfant, et dans la tête de l'enfant aussi, d'avoir un temps de rencontre préalable avec l'enfant pour pouvoir préparer cette rencontre et voir aussi comment lui, il envisage la relation avec son parent, dans quel état d'esprit il est, etc. etc. Donc, mise en relation avec un temps de préparation sur le travail du lien. Et puis après la mise en relation, il me semble qu'il serait utile d'avoir aussi un temps de débriefing avec le parent d'un côté, avec l'enfant de l'autre, pour pouvoir travailler cette mise en sens de ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui vient de se jouer, comment chacun l'a ressenti, vécu, et comment il donne du sens à ce qui vient de se passer, de manière à ce que les traces mnésiques de l'inscription de cette relation soient les moins mortifères, les moins persécutantes possibles. Il me semble que ça serait une réflexion à avoir, évidemment, selon le degré de trouble du lien. Dans les espaces rencontres, vous êtes peut-être confronté à des situations parfois complexes, mais peut-être pas toujours, et pour lequel il n'est pas nécessaire d'entreprendre ce travail d'exploration du lien et de restructuration, de réparation du lien. En tout cas, c'est tout le travail de l'accompagnement des familles selon effectivement leur situation singulière, et qui dit qu'à côté de la rencontre ou de la non-rencontre, en tout cas à côté de ce temps-là, il existe aussi tout un temps aussi d'entretien ou de possibilité d'entretien et de parler effectivement de chacun, où en est chacun et les besoins de chacun pour pouvoir arriver aux besoins de l'enfant. Moi je pense que ce travail d'accompagnement est essentiel et que s'il n'est pas fait, on risque de se retrouver dans simplement une répétition de phénomènes relationnels délétères en fait, simplement. Donc je crois que ce travail d'accompagnement est fondamental et je ne suis pas certain que dans la tête des décideurs ce soit toujours aussi clair, ceux qui financent les lieux, les dispositifs, etc. Est-ce que c'est vraiment clair cette dimension à la fois psychique et relationnelle et qu'effectivement il y a un travail d'accompagnement à faire pour transformer les liens que chacun a dans la tête, quoi. Comment concilier à la fois le besoin de l'enfant et cette obligation légale, judiciaire qui est faite à venir à l'espace de rencontre? Je pense que si un enfant refuse de voir son parent, c'est qu'il y a des raisons. Ces raisons peuvent être plus ou moins fondées dans la réalité, mais en tous les cas, il y a quelque chose à entendre de ce refus. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Quels sont les griefs qu'il a à l'encontre de son parent? Qu'est-ce qui fait problème pour lui? Qu'est-ce qui devrait changer par rapport à ses besoins? Et il me semble qu'il y a une exploration à avoir, à la fois avec le parent qui est le parent qui a la résidence de l'enfant et qui, lui, n'a pas ce problème relationnel avec l'enfant. Donc de pouvoir travailler ces aspects-là entre ce parent, l'enfant, et puis le parent qui est rejeté, de pouvoir aussi avoir un accès à ce parent-là, et peut-être avant d'avoir, comment dirais-je, une mise en relation de ce parent avec cet enfant qui ne veut pas le voir, etc. Et le parent est mal à l'aise par rapport à cela, donc il peut incriminer l'autre parent, rendre l'autre parent responsable de ce comportement de l'enfant. Il me semble qu'il y a un travail à faire pour permettre d'explorer qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation du parent rejeté avec l'enfant. Bon, on est quand même
dans des situations aujourd'hui où, bien souvent, dans ces situations, on a un conflit parental derrière ces phénomènes de rejet. Alors, pas toujours, hein, peut-être des situations qui relèvent de maltraitance, par exemple, du parent rejeté, ou de négligence. Mais parfois, on a des situations où, manifestement, le parent rejeté n'a pas, n'est pas connu pour avoir négligé ou maltraité cet enfant, et pour autant, il y a une situation de rejet de ce parent. Donc, dans ces situations-là, c'est comme si on avait un conflit qui était un conflit entre deux parents, et qui devient un conflit parent-enfant contre l'autre parent. Et je crois qu'on aurait intérêt à bien distinguer les conflits, c'est-à-dire le conflit des deux parents et le conflit du parent rejeté avec l'enfant qui le rejette. Et donc on a deux conflits et pas une coalition d'un parent et d'un enfant contre un autre parent. Et je crois que si on arrive à penser les choses de cette manière-là, alors on peut créer des espaces de travail où on va travailler avec le parent. On s'inspire d'une équipe belge à Liège qui a choisi d'appeler parents préférés, parents critiqués, et donc de pouvoir faire un travail scindé parents préférés, enfants, et parents critiqués, enfants, de manière à ce que l'enfant puisse retrouver une parole à l'égard de son parent rejeté, et qu'il y ait quelque chose qui puisse se dire et se transformer dans leur relation, ou pas, parce que c'est évidemment possible. Donc là, on aura un vrai travail d'accompagnement à faire. En tout cas, je crois que la mise en présence forcée de l'enfant avec le parent est ni bonne pour le parent, ni bonne pour l'enfant, tant qu'on n'a pas exploré et clarifié les griefs, les reproches, et que l'enfant ait pu constituer une parole adressée à ce parent, et que ce parent puisse prendre au sérieux cette parole-là, et pas de suite désigner l'autre parent comme responsable, comme si l'enfant n'avait pas de pensée propre, n'était pas autonome pour penser les reproches qu'il adresse à son parent rejeté. Donc là, il y aura un dispositif à penser d'accompagnement scindé qui permettrait de ensuite pouvoir travailler des mises en relation. C'est toute la question qui se pose pour les professionnels, c'est-à-dire qu'à la fois en désignant l'espace de rencontre, un magistrat désigne un tiers, pour faire tiers dans une relation du coup où un parent est exclu. Et de l'autre côté, les professionnels doivent s'interroger sur quel travail faire sur ce temps transitoire qui est proposé. Et donc ce que tu proposes, c'est ça que j'entends, c'est en fonction de la situation et de l'enfant et du parent, de pouvoir à travers des entretiens ou un autre accompagnement, faire un accompagnement de la famille pour essayer de dénouer cette question du lien. Oui, c'est ça. Je pense que on a un concept qui nous dessert, le concept d'aliénation parentale, qui est parfois utilisé par des magistrats ou des pédopsychiatres, et qui a été largement répandu ces dernières années. Et du coup, on voit des parents qui se saisissent, et des parents rejetés qui se saisissent du concept pour essayer d'entraîner les professionnels à démontrer que le parent préféré est un parent manipulateur qui monte la tête de l'enfant contre le parent rejeté, etc. Je pense que ce n'est pas une bonne façon d'attraper les choses. Dans ces situations-là, il me semble que le parent dit préféré a un point de vue de sa place, et que ce point de vue est à entendre, et qui est un point de vue légitime. Et que du côté de l'enfant, il y a une parole à s'approprier dans sa relation aux parents rejetés. Et que du côté du parent rejeté, il y a aussi un travail à faire sur qu'est-ce qui se passe pour cet enfant, qu'est-ce que moi, à quoi je participe dans la relation, qu'est-ce que je devrais changer dans ma façon d'être en relation avant de tout rejeter sur l'autre parent. Donc il y a vraiment un travail de transformation du lien, donc de façon de donner du sens à ce rejet, façon de donner du sens à cette relation parent préféré-enfant, et que chacun puisse transformer cette façon de donner du sens à cette configuration familiale conflictuelle, pour lequel, à mon avis, le conflit n'est pas bien positionné, quoi. Alors, dans l'idéal, évidemment, ça serait que les deux parents en conflit
puisse traiter ce conflit et liquider cette situation conflictuelle. Oui, mais c'est pas toujours possible. Ouais. Et ça pose la question de la temporalité. Dans quelle temporalité aussi organiser les espaces de rencontre enfants-parents et dans quelle temporalité, du coup, mettre en place un dialogue possible, par exemple via la médiation familiale. Oui. Du coup, j'avais une question. Est-ce qu'on voit de plus en plus, on a l'impression qu'on a des situations de plus en plus complexes. Donc tu parlais des situations hautement conflictuelles. Est-ce que quelque chose a changé du point de vue du couple ou de la famille pour qu'on soit de plus en plus dans des situations qu'on sent aiguës? Oui, haute tension. Haute tension, oui. Haute tension. Oui, moi je crois qu'il y a des déterminants anthropologiques dans cette situation. Il me semble que la finalité du couple, qui n'est plus comme dans la société traditionnelle ou moderne, une façon pour la femme d'accéder à un statut par le mariage, le fait que des familles puissent, comment dirais-je, s'allier dans un projet patrimonial ou de classe sociale, etc. Il me semble qu'aujourd'hui on a une finalité individuelle et que le couple est avant tout un lieu de développement, d'épanouissement, de bonheur, et qu'on demande à l'autre de bien vouloir participer à nous rendre heureux, ce qui est une tâche bien difficile. Et il me semble que cette finalité-là, de ce changement de finalité du couple, vient fragiliser la conjugalité. C'est-à-dire qu'en mettant la part affective, passionnelle, de développement personnel au cœur de la rencontre, évidemment c'est la source de toutes les insatisfactions, et donc ça vient fragiliser la conjugalité. Ça c'est un aspect, et évidemment lorsque le couple échoue dans son projet et qu'il y a une séparation, les investissements à la fois personnels, narcissiques au sens de pouvoir attendre de l'autre une certaine confirmation de soi, valorisation de soi, amour de soi, enfin une construction de l'amour de soi. Il me semble qu'au moment de la séparation, tout cet investissement-là doit être remanié, quoi. Et lorsque on est sur des séparations qui sont des séparations asymétriques, c'est-à-dire qu'il y en a un qui finalement quitte l'autre, on se retrouve dans des situations où eh bien, celui qui est quitté est dans une souffrance, une blessure, une souffrance importante, et que parfois les mécanismes de défense face à cette souffrance peuvent être face au ressentiment, des affects de haine, de destruction, de vengeance, de faire payer l'autre. Et donc on se retrouve dans des situations qui vont auto-alimenter de la conflictualité, faire flamber les mécanismes de défense de chacun, vulnérabiliser le psychisme de chacun. Cette vulnérabilité va aggraver le conflit relationnel, qui à son tour va aggraver la vulnérabilité, et on se trouve dans des situations extrêmement compliquées. Donc je pense que ça c'est la première composante qui est quand même la finalité du couple. Il y a une deuxième composante qui est aussi le fait qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Homo sapiens a une maîtrise de la procréation. C'est-à-dire qu'au fond, des adultes qui pourraient ne pas avoir d'enfants peuvent avoir des enfants grâce aux techniques médicales. Et de l'autre côté, des adultes qui pourraient avoir des enfants peuvent ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est une situation inédite pour Homo sapiens. Jusque-là, c'était du bricolage, mais si on pouvait avoir des enfants, à moins de se retirer dans un monastère, on risquait d'avoir des enfants. À partir du moment où on a des relations sexuelles. Donc, avoir des enfants, c'était quelque chose qui finalement était dans une sorte de phénomène, pas naturel, mais enfin quand même au service d'une transmission de l'espèce. Voilà. À partir du moment où la procréation est mise au service de l'individu et de son projet, on va avoir une natalité beaucoup moins importante et on va avoir un investissement de l'enfant beaucoup plus grand. C'est-à-dire que les enfants actuellement sont surinvestis du fait qu'effectivement ils ont une valeur inestimable dans cette configuration contemporaine. Donc, conjugalité au service de soi, investissement affectif, parentalité, surinvestissement de l'enfant. Donc on peut comprendre qu'au moment de la séparation, l'enfant devienne un enjeu, et les ressentiments de la conjugalité, une sorte de carburant au conflit tout à fait important. On pourrait rajouter à ça le fait de l'évolution de la symétrie parentale. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'autorité parentale était puissance paternelle, donc seul le père avait l'autorité parentale sur les enfants.
et puis les évolutions du droit en fin du XXe siècle, dans les années 70, sont venues rééquilibrer et poser une égalité de droit entre les pères et les mères. Et on a vu par la suite rétablir cette asymétrie, ou cette sursymétrie, puisque les mères avaient un lien privilégié puisqu'elles portaient l'enfant, et donc à partir de ce lien biologique qui se construisait à l'enfant, il y avait une primauté de la mère dans les séparations. À partir du moment, donc on avait d'un côté les mères avec le droit du lien biologique, et puis de l'autre la puissance paternelle avec le droit social. À partir du moment où on a cet équilibre-là, on a vu apparaître une revendication du côté des pères à une souffrance égale à celle des mères. Et donc, à partir du moment où on a une souffrance équivalente, on ne voit pas pourquoi les uns et les autres devraient lâcher. Pour avoir une bonne idée de ce renversement, on peut le dater culturellement. On a aux États-Unis Kramer contre Kramer, le fameux film. Et puis en France, on a Balavoine, Mon fils, ma bataille, Il ne fallait pas qu'elle s'en aille, Le fruit de mes entrailles, etc. Et donc, on voit bien dans l'imaginaire ce qui s'installe, c'est-à-dire que les pères souffrent aussi dans leur chair de la séparation d'avec l'enfant, quoi. Donc voilà, les résidus de la conjugalité réinvestis dans une parentalité où personne ne veut céder, et on a et le droit et l'imaginaire social qui viennent valider qu'au fond, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre cède. À partir de ce moment-là, la guerre est ouverte. Et du coup, se pose la question, comment faire pour l'enfant pour qu'il puisse retrouver sa place de sujet, trouver sa propre place, l'accès à son histoire. C'est tout l'enjeu donc, de notre travail en espace de rencontre. Je pense que, au fond, la situation est comme ça. Il ne s'agit pas de se dire c'était mieux avant. C'est pas la question. La question, c'est de dire, dont acte. Maintenant, on est dans cette situation de parfaite symétrie entre les pères et les mères. Ça ouvre à une conflictualité qui peut être extrêmement destructrice pour les adultes, mais pour les enfants de façon très importante. C'est-à-dire qu'on sait, les études montrent que si dans le divorce, les séparations conjugales, de façon générale, les enfants n'ont pas plus de troubles que en population générale, donc de parents non séparés, il n'y a pas plus de troubles. Mais par contre, lorsque on regarde des populations qui sont en échec scolaire, des populations qui ont des troubles psy, on trouve une part significative d'enfants de parents séparés. Et quand on regarde de plus près ces situations-là, on s'aperçoit que c'est des séparations conflictuelles. Donc au fond, ce n'est pas la séparation qui est problématique. Donc cette évolution au fond de la conjugalité et de la famille contemporaine n'est pas en soi un problème. Ce qui est un problème, c'est la conflictualité pour le développement de l'enfant. Et donc la question devient comment nous, professionnels, pouvons développer des dispositifs, des concepts et des méthodologies de travail qui vont nous permettre d'aider ces parents et ces enfants à faire avec cette situation-là et sortir de ce phénomène de conflictualité. Je crois que c'est l'enjeu qu'on a devant nous. Et pour l'instant, dans la haute conflictualité, on est encore en difficulté avec ça. Je pense violence conjugale, ce qu'on appelle à tort aliénation parentale, recomposition familiale très très conflictuelle, où des beaux-parents sont aussi en guerre, etc., etc. Toutes ces situations très complexes. Je crois qu'on a encore du chemin devant nous pour arriver à intégrer cette situation, la regarder en face et se retrousser les manches et se mettre au boulot par rapport à ça. Tout à fait. Et alors l'enfant dans tout ça, c'est-à-dire comment lui peut se repérer dans ce conflit qui devient pour lui un conflit de loyauté ? C'est ça. Et quelle stratégie peut-il développer pour pouvoir survivre Oui. Alors, conflit de loyauté, le terme que tu utilises donc, a été forgé par un thérapeute de famille hongrois qui s'appelle Bozer Malinaj, qui travaillait aux États-Unis, qui a émigré aux États-Unis. On lui doit beaucoup de concepts d'ailleurs, et on a perdu de vue que c'était lui qui les avait amenés. Mais le conflit de loyauté à ce niveau-là, au niveau clinique, je parle, nous permet de suivre quelle est la voie de solution de l'enfant. Donc au fond, il y a 3 possibilités pour lui. D'abord d'installer un clivage fonctionnel, c'est-à-dire face à cette impossibilité à pouvoir se rattacher à l'un et à l'autre, ensemble, puisqu'ils sont séparés et en conflit. Si je me rapproche de maman, je blesse papa et papa n'est pas content après moi. Et si
je me rapproche de papa, maman n'est pas contente, elle souffre, elle est malheureuse, etc., etc. Donc, première solution, clivage fonctionnel. Quand je suis avec maman, tout mon univers psychique, relationnel, de souvenirs, etc., qui concerne papa, n'existe plus dans ma tête. Mon psychique va faire des efforts pour séparer tout ce qui concerne papa quand je suis dans la sphère et l'univers de maman. Et de l'autre côté, même chose, quand je suis avec papa, tout ce qui concerne l'univers relationnel, psychologique, psychique avec maman, ça n'existe plus. Je me force à ne plus penser à maman, à parler de maman quand je suis avec papa et inversement. Donc ce clivage fonctionnel qui a une utilité dans les premiers temps du conflit peut devenir plus problématique s'il s'installe dans le temps. C'est-à-dire si ça devient un clivage relationnel, c'est-à-dire que l'enfant envisage ses relations avec ses deux parents sur le mode du clivage, c'est systématique. Et là, on court le risque que pour l'enfant, le mécanisme de clivage, qui est donc un mécanisme qui est commun, tous les êtres humains ont cette possibilité, bien entendu, devienne le mode de défense préférentiel de l'enfant. Et donc, petit à petit, c'est l'ensemble des compartiments de sa vie qui vont être clivés. Parce que pour l'enfant, il n'y a pas il n'y a pas le monde de papa, le monde de maman, dans sa vraie vie, si je puis dire, comme on dit aujourd'hui, la vraie vie, la fausse vie. Lui, il a une continuité. Il va à l'école, et quand il est à l'école, il y a papa, il y a maman. Quand il est au football, ou je ne sais où, c'est pareil, etc. Donc, lui, il a une continuité de vie que le conflit parental l'oblige à découper comme ça, de façon clivée, en séquence. Voilà, donc on va avoir un morcellement de la vie de l'enfant, dans ses activités, à l'école, etc., etc. Donc ça peut devenir, à ce moment-là, un clivage structurel, c'est-à-dire ça devient le mécanisme de défense préférentiel de l'enfant. Et là, on s'expose quand même à des difficultés psychiques pour l'enfant. Je ne suis pas sûr que les parents aient toujours cette notion en tête. Ça, c'est le premier mode, donc clivage. Le deuxième, c'est finalement de rejeter ses deux parents. Mais en rejetant ses deux parents, c'est une façon de se rejeter lui-même. Donc ça devient un retournement de la destructivité, c'est la destructivité des deux parents l'un envers l'autre, devient la destructivité de l'enfant pour lui-même. Donc l'enfant rejette l'école, ses activités, il développe peut-être des sentiments un peu hostiles aussi envers lui-même, de faible estime de soi, voilà, destructivité. Donc Nadja appelait ça la loyauté invisible, c'est-à-dire c'est une façon de pouvoir maintenir une loyauté à un des deux parents en rejetant tout ce qui concerne tout le monde. Donc loyauté invisible, autodestruction. Et puis troisième possibilité, ce dont on parlait avec le parent rejeté, c'est-à-dire l'enfant finalement par économie, par souci c'est plus simple pour lui, c'est de choisir son parent résident, de choisir un des parents et de rejeter complètement l'autre. Donc là, à ce moment-là, on a un clivage, mais qui n'est plus un clivage des deux, mais il y a un bon parent et un mauvais parent, donc un tout bon, un tout mauvais. Et voilà. Donc ça vient aussi poser des problèmes, dans la mesure où il y a une ambivalence fondamentale des enfants vis-à-vis de leurs parents, et même si un parent fait des choses négatives, il y a une part d'attachement, d'affect, etc., et qu'il va falloir qu'il traite cette question. Comment il va se débrouiller alors qu'il est en train de faire un tout mauvais et un tout bon. Donc les trois façons pour l'enfant de traiter le conflit parental ne sont dans les trois cas pas bons pronostics pour son développement psychique et sa future vie d'adulte. Donc je pense qu'on a vraiment une vigilance à avoir et se dire que cette conflictualité parentale doit être au cœur de nos préoccupations au niveau du traitement et pas simplement être dans... se battre pour maintenir des relations ou pas. Enfin, je pense que le problème est plus profond et plus complexe. Oui, d'autant plus que, comme on disait, problème non traité vient souvent être joué dans la répétition en tant qu'adulte. C'est ça. C'est-à-dire que le risque, c'est que ces enfants devenant adultes se mettent aussi à cliver des domaines affectifs dans leur vie, etc. Et donc, ça a des conséquences pour les enfants qu'ils auront ensuite, et on a une transmission générationnelle comme ça. Ça a été montré aussi par un thérapeute anglais, celui qui a pris la suite de Bowlby à Londres, et qui appelle ça les scripts parentaux, et en fonction de l'histoire, soit on met en place un script de correction, c'est-à-dire je ferai surtout pas comme mes parents et je me mets à l'envers, mais en fait en se mettant en référence avec ce qui nous a blessés,
cette position qui est une position finalement réactive mais non élaborée, conduit en général à des reproductions. Ensuite, il y a le schéma de la reproduction pure et simple, c'est-à-dire que l'enfant devenu adulte n'ayant pas pu élaborer ce schéma relationnel va simplement répéter le même schéma. Donc on a une transmission générationnelle. Et donc la possibilité pour ces adultes de pouvoir inventer de nouveaux scripts qui seraient plus en référence à ce qu'ils ont vécu de traumatique dans la conflictualité parentale, eh bien est extrêmement limitée en fait, hein, du fait des traumas et du clivage qu'ils ont dû mettre en place pour limiter l'impact traumatique de la conflictualité parentale. Donc effectivement des risques de répétition. Je pense que c'est important aussi de dire à ses parents, écoutez, ok, vous avez des bonnes raisons d'être en colère l'un envers l'autre, et on peut imaginer que si vous avez autant de ressentiments, il y a des vraies raisons à cela, et effectivement il faudrait pouvoir dépasser cela, mais songez quand même que c'est aussi l'avenir des générations futures qui est en jeu. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que vos petits-enfants soient aussi dans une situation où eux-mêmes ont vécu avec vos enfants devenus parents des problèmes relationnels graves qui vont conduire à... Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter cette transmission ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'arrêter cette transmission ? Vous êtes en train de vous condamner à l'enfer pendant encore les 15 prochaines années à élever vos enfants séparés en conflit. Et en plus de ça, vos propres petits-enfants risquent d'être mis en difficulté par... Bon. Est-ce que ça vaut pas le coup d'arriver à essayer au moins de liquider cette affaire et de passer à autre chose, quoi. On n'est pas condamné à se faire la guerre parce que notre couple a été un échec. Enfin, il n'y a pas de fatalité à cela, si vous voulez. Puis aujourd'hui, on peut quand même... on a quelques voies pour les aider, un petit peu. Ouais. Et on parlait de transmission parentale, mais c'est aussi familial. C'est que le conflit parental, souvent, vient faire conflit familial. Donc oui. Pour l'enfant, c'est pas que être en difficulté avec un de ses parents, souvent c'est avec sa lignée familiale. C'est avec les deux lignées, et parfois dans la fratrie. C'est-à-dire on voit des fratries qui deviennent elles-mêmes clivées, un enfant d'un côté, un enfant de l'autre, ou deux enfants, un enfant. Ou bien des fratries qui se constituent, non pas, dont le lien fraternel est organisé par le conflit parental. Hein, c'est-à-dire qu'un enfant pourrait finalement nier une partie de ce qu'il vit avec l'autre partie familiale pour rester dans le groupe de la fratrie qui rejette cette partie familiale. Donc effectivement, c'est pas simplement le conflit parental s'étend, hein, un peu comme un conflit en situation de conflit entre deux pays. À un moment donné, on a d'autres pays qui s'en mêlent, et finalement, c'est l'ensemble de la région qui est en conflit. Effectivement, et là aussi, il y a peut-être à aider les parents à identifier cela et les aider les encourager à faire quelque chose. Si vous voulez, pour que des parents se mettent en mouvement, il faut qu'ils aient deux paramètres. Un paramètre, qu'ils aient conscience que le problème est grave pour eux-mêmes et pour leur enfant. Hein, leur propre souffrance de la conjugalité, de la post-conjugalité, de la séparation difficile, etc., des trahisons, des blessures, enfin, etc., fait qu'ils sont centrés sur eux-mêmes et perdent de vue la globalité du problème. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, qu'il y a des familles, etc. Et donc, les aider à prendre conscience que ce problème est important pour eux-mêmes et pour leurs enfants et l'ensemble de la famille, me paraît un premier axe, la conscience de l'importance du problème. Et le deuxième axe, c'est la confiance que ça peut changer. Bien souvent, les parents disent « Non, mais ça ne changera jamais, vous ne le connaissez pas, ou vous ne la connaissez pas, etc., etc. » Et donc, de pouvoir travailler sur le fait que, ok, mais nous, on a confiance dans le fait qu'on peut proposer des dispositifs qui peuvent essayer de vous aider. Peut-être on n'y arrivera pas. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer ? D'autres ont essayé, ont réussi. Pourquoi vous ne parviendriez pas ? Donc, je pense qu'il faut essayer d'aligner ces deux planètes, conscience de l'importance du problème et confiance dans la possibilité de changement. La tentative de changement est préférable au statu quo. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Et je pense que les lieux rencontres, même si vous n'êtes pas dans la prise en charge directe de ces hautes conflictualités, vous avez un rôle à jouer à cet endroit-là, c'est-à-dire à aider les parents à identifier
et en prenant en compte ces difficultés conflictuelles, à les encourager, à les aider à pouvoir aller liquider cela. Mais c'est une évolution qu'on voit effectivement des espaces de rencontre entre effectivement la prise en compte, parce que viennent se jouer en espace de rencontre ces situations et qu'on voit les clivages de l'enfant, à la fois la souffrance de l'enfant, à la fois la difficulté du parent, à la fois aussi l'apaisement, dès que chacun peut se mettre sur un autre terrain. Donc on vit ça en espace de rencontre, mais on voit aussi que a émergé dans le besoin de prendre en charge des temps d'entretien avec les enfants qui ont été plus longs, plus réguliers, qui aujourd'hui d'ailleurs peuvent faire l'accompagnement quand la rencontre réelle n'est pas possible, ou d'autres espaces de rencontre qui mettent en place, parce qu'ils ont su sur le terrain que c'était nécessaire, des groupes de parole d'enfants, ou je vois bien, groupe de parole de parents, pour permettre exactement ce travail dont tu parles, de pouvoir se dire les choses et se les dire à soi-même aussi, se mettre en mouvement là-dessus pour pouvoir s'éviter 15 ans d'enfer et 30 ans aux générations suivantes. C'est ça. Non, tout à fait. Peut-être qu'il y aurait des choses à réfléchir, mais vous avez peut-être déjà réfléchi à ça, mais que vos espaces de rencontre puissent être articulés avec d'autres espaces de médiation, de dispositifs de traitement de la conflictualité, d'autres dispositifs qui, articulés avec vous, faciliteraient l'accès aux soins. Parce qu'on voit que c'est souvent dans l'adresse qu'il y a entre différents espaces, différents lieux, que les choses tombent dans les trous de la raquette en quelque sorte. Donc ce travail de soins à mettre, à s'articuler ensemble pour permettre que les parents puissent aller en fonction des besoins dans les espaces qui vont bien, il y aurait peut-être des choses à penser sur les articulations d'entrée de jeu, quoi. Oui, à penser, à développer, et c'est vrai que l'augmentation des situations complexes et les violences conjugales nous ont mis en partenariat avec d'autres acteurs professionnels indispensables que vont rencontrer les parents. Donc dans le cas des violences, par exemple, travailler avec les centres de prise en charge des auteurs ou les lieux de prise en charge des victimes. En tout cas, voilà, et que les partenaires professionnels pouvant travailler ensemble viennent aussi avoir un langage qui va être cohérent pour des personnes qui sont aussi fragiles au moment où elles viennent nous rencontrer. Oui, moi c'est clair que si on est sur des lectures antagonistes ou opposées. Si nous-mêmes on est en conflit entre professionnels sur la voie à suivre, ça va être compliqué pour les parents de pouvoir accéder et bénéficier des aides dont ils auraient besoin. Serge, depuis assez longtemps, tu travailles sur les processus d'empêchement. Des parentalités empêchées autour de cette réflexion parentalité empêchée, besoin des enfants et positionnement et travail des professionnels. Est-ce que tu pourrais nous en parler pour nous éclairer, pour nous aussi en espace de rencontre, cet accompagnement de ces enfants et ces parents? Peut-être rapidement sur le contexte, on s'est lancé dans le travail sur la parentalité empêchée à partir d'un constat qui était que les concepts pour penser la dysparentalité, ce qu'on appelle trouble de la parentalité, pour reprendre Bourekba, etc., dysfonction parentale, tout ça correspond à des réalités, bien entendu, cliniques, qu'on peut observer, documenter, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'on souhaite travailler avec des parents, ça peut devenir un handicap d'avoir ce type d'idée en tête, c'est-à-dire de penser les choses que du côté de ce qui ne va pas. Évidemment, il ne s'agit pas de nier que ça ne va pas, mais comment est-ce qu'on va qualifier ce ça va pas? Et une des concepts comme ça, un peu mythique, une figure mythique, c'était le parent toxique. Et c'était un des points de départ de la réflexion ici, c'est de dire, mais quand on a ça dans la tête, comment est-ce qu'on peut travailler avec des parents? Évidemment, on ne va pas leur dire, vous êtes un parent toxique, etc. Ça serait effectivement assez malvenu, mais
Je pense que même si on ne le dit pas, mais qu'on l'a dans la tête, on est déjà en train d'orienter notre rapport, notre considération aux parents. Et je ne vois pas très bien comment un parent viendrait s'ouvrir, parler de son enfance, de ce qu'il a vécu, de ses difficultés avec son enfant, s'il pense que nous pensons de lui qu'il est un parent toxique. Donc ça, c'était un premier point. Et puis le deuxième mythe, c'était la compétence parentale. Alors, je sais que c'est un peu compliqué de dire ça, mais je crois qu'on fait une erreur en confondant capacité parentale et compétence parentale. Les capacités parentales sont des potentiels de pouvoir faire avec des enfants et de pourvoir à leurs besoins. Et la compétence, c'est l'expression concrète de cette capacité. C'est-à-dire, c'est la mise en œuvre de cette capacité. Et donc, je peux voir la compétence d'un parent à pourvoir à un besoin de sécurité, d'exploration ou d'estime de soi. Et donc la compétence est toujours une compétence en contexte, un contexte relationnel. On connaît tous la compétence des familles. Voilà, alors je pense qu'on a mal interprété la position de Guy Oslos, qui est un thérapeute de famille belge qui a fait sa carrière au Canada. Lui, il parlait de compétences des familles au sens des capacités relationnelles d'une famille à faire face aux épreuves de la vie. C'est-à-dire que un problème survient, un symptôme apparaît, etc. Il pense toujours, que la famille a des ressources pour pouvoir faire face, à condition que les professionnels qui les accompagnent ne viennent pas inhiber ces ressources, mais créent des contextes dans lesquels ces capacités vont pouvoir s'exprimer et donc devenir des compétences familiales. Mais il ne parlait pas de compétences parentales au sens de pourvoyance des besoins, etc. Et donc des savoir-faire, des savoir-être parentaux qu'il faudrait mettre en œuvre pour répondre aux besoins de l'enfant. À mon avis, on a un glissement sémantique entre compétences familiales qui avait un sens et qui devient compétence parentale et qui a un autre sens. On est tous d'accord qu'on a des capacités professionnelles, mais que dans certaines situations, avec certaines familles, ça marche très très bien, et puis avec d'autres, on est plus en difficulté. Pourtant, on est les mêmes professionnels, même diplôme, même temps de supervision, etc., etc. Donc, on voit bien que la compétence naît toujours d'une interaction dans un contexte avec d'autres, et que ce sont les relations avec la famille qui nous donnent notre compétence à travailler avec la famille. Et donc, je crois que donc, du coup, pour moi, la compétence parentale est un mythe, c'est-à-dire que si on enlève le contexte et la relation, on se déplace du côté de la capacité et on est dans quelque chose qui devient erroné. On pourrait se trouver à poursuivre des parents avec notre bonne volonté éducative, alors à les doter de compétences, etc. Alors qu'un certain nombre de capacités qu'ils ont sont empêchées, simplement, par la psychopathologie, par comment dirais-je, des liens qui sont des liens extrêmement complexes à l'enfant et qui ne leur permettent pas de déployer ses compétences. Donc, pour moi, c'était deux écueils, le parent toxique et les compétences parentales. Mais il fallait proposer une alternative. Donc, on est reparti de la question de l'anthropologie clinique pour se dire, bon, ok, du côté d'Homo sapiens, y a-t-il des aptitudes bio-neuropsychiques à élever des enfants ? La réponse est oui, c'est-à-dire on sait qu'on a toute une série de neurotransmetteurs, l'ocytocine, la vasopressine, la dopamine, qui sont des supports, des vecteurs, des liens d'attachement, et qui vont permettre à des adultes de s'occuper d'enfants et de penser les besoins de l'enfant et d'y répondre. Aujourd'hui, une neurobiologiste française, Catherine Dulac, à Harvard, a mis en évidence une série de neurones chez la souris qui sont, alors elle appelle ça instinct parental, on pourrait discuter du terme, mais en tous les cas, elle a montré qu'il y avait un groupe de neurones aussi bien chez les mâles que chez les femelles, donc on a la même masse de neurones chez les mâles et les femelles, qui ont pour fonction soit d'inhiber la capacité de protection de l'enfant, soit d'agresser l'enfant. Donc on a une sorte de spectre comme ça entre protection et agression des enfants, des petits, chez la souris. Donc on voit bien que d'un point de vue neurobiologique, la parentalité est déjà inscrite, ce qui peut se comprendre, parce que on met des êtres humains, des bébés qui sont des immatures incroyables. Enfin, s'il n'y a pas un groupe d'adultes pour s'en occuper, ils meurent, enfin, ils ne peuvent rien faire. Donc, la néoténie, ce processus de maturation qui va prendre beaucoup de temps chez Homo sapiens, nécessite des compétences, des capacités, tout à fait importantes pour s'occuper des enfants. Donc, on a une inscription biologique. Mais évidemment, ça ne suffit pas à faire la parentalité. On ne va pas réduire la parentalité à sa dimension biologique. Chaque culture
a mis en œuvre des pratiques, des valeurs, des normes pour élever les enfants. Et puis chaque individu va faire l'expérience de la parentalité en tant qu'objet de cette parentalité. L'enfant est le premier, comment dirais-je, connaisseur de la parentalité en tant qu'il en est le récepteur. Donc, lien d'attachement précoce, traumatisme, roman familial, tout cela vient constituer aussi des capacités à être parent, mais cette fois-ci dans une inscription singulière. Mais ça ne suffit toujours pas à faire de la parentalité. Il faut une rencontre avec un enfant réel, avec ce qu'il est, avec comment dirais-je, sa capacité à venir être aimable, à venir gratifier le parent par ce qu'il est en tant que nourrisson. Et on sait qu'il y a des enfants qui sont plus difficiles, ingrats, qui sont malades, qui mettent à l'épreuve c'est pas de leur faute bien entendu, mais ça met à l'épreuve le parent et ça peut le mettre en difficulté. Et puis il y a un environnement, un coparent, une belle famille, des grands-parents, un environnement institutionnel, professionnel, etc. Tout cela concourt finalement à la compétence des parents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la parentalité que du côté biologique ou du côté interculturel ou du côté intrapsychique, subjectivité ou du côté écosystémique. C'est la totalité du processus. Donc pour nous, il était devenu évident que le processus de parentalité qui fait partie d'Homo sapiens peut trouver des empêchements dans ces 4 dimensions-là. Et donc il était plus juste de parler de processus de parentalité empêché que de parents toxiques ou de compétences parentales qui seraient comme ça attachées intrinsèquement à un parent, quoi. Ou quand on est là-dessus, ou de ce que nous on entend, parents violents, pour parler d'un auteur de violence conjugale à un moment donné. Oui, là, on est sur des débats qui sont compliqués, où à un moment donné, la violence conjugale instituerait fondamentalement un parent incompétent ou un mauvais parent. Et là, ça manque quand même un peu de discernement. C'est-à-dire que la violence s'inscrit dans des contextes relationnels et qu'un parent peut avoir des capacités à élever un enfant et être dans une relation conjugale, dans une difficulté où la violence tout à fait condamnable devient une réponse à un problème insurmontable pour le parent. Alors ça, c'est une très mauvaise réponse, mais ça ne fait pas de ce parent-là un parent incapable de pourvoir à d'autres besoins de son enfant. Il se trouve que dans l'exposition à la violence conjugale, il y a une insécurité pour l'enfant et donc un défaut de protection de l'enfant. Donc en soi, ceci est un empêchement à la pourvoyance des besoins de sécurité, mais ça n'implique pas ipso facto que pour le reste, ce parent soit incapable de pourvoir à des besoins d'exploration, de valorisation de soi, de cadre et de limites, etc. etc. Je trouve que là, on a des raccourcis actuellement dans les discours qui sont un peu affligeants. Tu parles des besoins de l'enfant, justement ça renvoie à l'évolution avec la loi de 2016, entre le passage entre l'intérêt de l'enfant et le besoin de l'enfant. Est-ce que justement tu pourrais vous avez fait des travaux sur la question des besoins de l'enfant, donc en lien avec parentalité, empêchement et ressources parentales, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Ouais. Alors je pense que ça c'était une clarification très importante du travail de la loi de 2016 et de la démarche de consensus qui a suivi, conduite par Marie-Paul Martin-Blachier. C'est-à-dire de donner une consistance à un concept un peu vide d'un point de vue clinique. C'est-à-dire l'intérêt de l'enfant, c'est un concept de droit. D'accord ? C'est-à-dire on parle d'intérêt supérieur de l'enfant, mais ça c'est le droit. Ok, mais quand on dit ça, on dit quoi ? De quoi on parle quand on parle d'intérêt de l'enfant ? Et je crois que de venir articuler l'intérêt de l'enfant aux besoins fondamentaux de l'enfant nous donne à ce moment-là une articulation clinique à l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que là, on a de la matière pour pouvoir travailler. C'est quoi l'intérêt de l'enfant ? L'intérêt de l'enfant, c'est pour voir à ses besoins. Du coup, on a, avec la démarche de consensus, un éventail de besoins qui ont été précisés, détaillés, identifiés, qui nous permet de sortir un peu de cette dichotomie, danger, pas danger, risque de danger, ok. Donc ça, c'est une catégorie de besoins fondamentaux, besoins de protection, méta-besoins de sécurité. Mais la démarche de consensus nous a ouvert à d'autres catégories de besoins qui sont aussi fondamentales pour le développement de l'enfant, et que certes, les méta-besoins de sécurité
est en lien et conditionne les autres, mais il ne faudrait pas oublier les autres au passage. Alors l'idée, comme on avait ce travail sur parentalité empêchée, et la question du processus de parentalité qui rencontre des empêchements, ça a été d'essayer de penser, pour la pourvoyance des besoins, quels sont les domaines de ressources et d'empêchement, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ces besoins de l'enfant. Et donc on a établi, à partir de, on a repris, on s'est évidemment appuyé sur les travaux précédents, c'est pas une pure invention, on a plutôt reformalisé des choses qui existaient déjà, les a réarticulées. Donc la démarche de consensus pour les besoins, la question des capacités parentales de Steinhauer, d'autres référentiels, le référentiel aussi de Francis Alfoldi qui nous avait précédé. Donc de reprendre ces travaux-là pour essayer de voir finalement quels sont les domaines de ressources qui sont susceptibles de rencontrer des empêchements dans la pourvoyance. Donc on a décrit comme ça 8 domaines et on a pensé que, au fond, un domaine de ressources est aussi un domaine d'empêchement. C'est-à-dire que ce même domaine peut rencontrer des empêchements. Donc les choses ne sont pas comme ça tranchées entre, soit si on prend par exemple le domaine personnel, l'histoire personnelle et la santé du parent, ce domaine-là peut être à la fois porteur de ressources et porteur d'empêchements. On n'est pas dans une zone cocher la case oui, non, mais plutôt essayons de réfléchir dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il en est pour ce parent, où sont ses ressources et où sont ses empêchements. Et on parle évidemment des relations parents-enfants, de la dynamique familiale, mais aussi institutionnelle, la capacité des parents à pouvoir nouer des contrats pour répondre aux besoins de leurs enfants, jusqu'à l'intervenant lui-même. C'est-à-dire que l'intervenant dans la situation peut être aussi une ressource ou un empêchement dans certaines situations. Donc on a comme ça identifié et reformulé 8 domaines de ressources-empêchements que l'on met en perspective des besoins qui ont été identifiés comme prioritaires à ce moment-là. Donc on a là une sorte de méthode assez simple, assez évidente, où on identifie des besoins prioritaires et ensuite on travaille à partir des ressources et des empêchements pour ces besoins-là. Et quand on rencontre des empêchements, on se pose des questions sur comment on pourrait lever ces empêchements, où est-ce qu'on a des ressources, où sont-elles. Peut-être que dans une catégorie de ressources empêchements, on a un empêchement, mais dans une autre catégorie, on va trouver une ressource, etc. etc. Donc c'est aussi une façon de focaliser les équipes, pas simplement sur les problèmes, mais aussi sur les ressources. Ouais. C'est-à-dire que, au départ, on n'avait fait qu'une seule catégorisation, c'est ressources-empêchement, et une équipe d'un foyer de l'enfance nous a dit « Vous devriez faire 2 tas de cartes, même si c'est la même chose sur les 2 cartes, chaque carte ressource, et la carte empêchement, c'est tout pareil, mais ça nous oblige à regarder les ressources. » Si vous nous mettez ressources empêchement, on va lire la carte, on va voir que les empêchements, parce qu'on est formaté comme ça. Et je trouvais cette remarque très très intéressante, et du coup on a fait comme ça. Et donc il y a une focalisation qui est, on nie pas les problèmes. Je veux dire, ça va, on a quitté le pays des bisounours, mais il n'empêche que si on veut aider les familles à pourvoir aux besoins des enfants, il faut aussi prendre en compte les ressources qu'ils ont, s'appuyer sur ces ressources et réduire les zones d'empêchement. À quel besoin vous rattachez l'identité narrative de l'enfant, le besoin de se construire une histoire acceptable pour lui, pour ne pas se fantasmer une mauvaise part de lui s'il a un parent qui est en difficulté ou qui lui a renvoyé de la violence? À quel besoin et comment travailler avec ce besoin? Je pense que c'est transversal, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du côté de pouvoir se raconter, c'est de pouvoir se raconter son histoire, donc cette question de l'identité narrative, mais aussi la question de l'estime de soi, c'est-à-dire comment je grandis avec la honte d'avoir un parent ou le couple de mes parents qui était violent, enfin où il y avait de la violence, où mon père était violent, ou que sais-je. Donc la question des besoins du côté de valorisation, estime de soi, l'exploration, pouvoir se construire une personnalité suffisamment sécure, avec une histoire suffisamment solide qui va lui permettre d'aller vers les autres, de rencontrer les autres.
Et puis aussi la question de l'inscription dans la filiation, c'est-à-dire du côté de l'identité, de pouvoir m'inscrire dans une filiation qui ne soit pas une filiation, comment dirais-je, honteuse, hein, où j'aurais besoin de mettre une partie de ma famille de côté, de ne pas me rattacher, de ne pas appartenir à cette branche familiale. Et puis je pense aussi du côté de la construction des liens d'attachement, hein, donc plutôt du côté cette fois-ci de la sécurité affective, on va aussi avoir des difficultés parce que ce parent, d'une certaine manière, comment je peux m'attacher à lui alors qu'il me fait peur, il me terrorise, je suis insécure, etc., etc. Donc je pense que ce type de question de la violence va impacter la totalité des besoins et qu'il va falloir mettre au travail cet ensemble de besoins. Et peut-être en aidant les parents, en travaillant, les accompagnant, à pouvoir repérer en quoi ça vient impacter très très concrètement, hein, au travers d'observations de l'enfant, de paroles qu'il peut dire, de comportements dans ces différents lieux de vie et d'activité, de pouvoir faire des liens entre ces différents besoins, les difficultés qu'il rencontre. Et même cadre et limite, parce qu'au fond, est-ce que je peux respecter un parent qui n'est pas respectable, qui lui-même enfreint la loi avec la violence? Que vaut son autorité? Est-ce que je peux respecter cette autorité-là? Ou si ce n'est la peur, la crainte, mais la terreur, mais pas au nom d'une autorité juste. Donc je pense que ce type de problème impacte tous les besoins fondamentaux de l'enfant. Dans toutes ces situations complexes, est-ce qu'il y a une limite? Faut-il une limite? Comment on détermine la limite? Sur quels critères? Voilà, et comment travailler tout ça en équipe? Je pense qu'il y a aussi là, une confusion entre maintenir des liens, maintenir des relations, et que le travail avec les parents, ce serait finalement maintenir les relations avec l'enfant, plus ou moins distantes. Hein, je pense que ce sont des choses très différentes. Donc, le premier besoin fondamental, c'est effectivement la sécurité. Donc sécurité à l'égard de toute forme de maltraitance, hein, y compris la violence conjugale. Sécurité relationnelle et affective, ok. Mais qu'à partir de là, il va falloir pouvoir ouvrir ce champ de pourvoyance. Donc, jusqu'où? Je pense que la parentalité, on pourrait résumer à cela, si on devait faire une phrase comme ça. Pour moi, la parentalité, c'est donner quelque chose de bon à un enfant dont il a besoin. Donc, quelque chose de bon dont il a besoin. Donc, il faut qu'il y ait à la fois que ça soit bon pour lui, et en plus qu'il en ait besoin. Donc, ces paramètres-là, pour moi, c'est un fil conducteur sur la question de la limite. La question, c'est pas jusqu'où, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on travaille avec le parent? Dans certaines situations, les empêchements sont extrêmement sévères. La question, c'est simplement d'accompagner un parent à donner l'autorisation à son enfant à grandir avec une autre famille. Et on le voit dans des accueils familiaux un peu longs, par exemple, avec des parents qui d'un côté, ne peuvent pas élever leur enfant, et de l'autre, ne veulent absolument pas renoncer à leur place et à leur rôle, et qui mettent l'enfant dans une insécurité où il ne peut pas s'attacher à ces nouveaux caregivers, il ne peut pas s'attacher à ces nouvelles figures d'attachement, il ne peut pas investir le lieu, et donc il ne peut pas profiter finalement de toutes ces choses qu'on essaie de lui donner pour son développement. Donc là, qu'est-ce qu'a besoin l'enfant? Il a besoin de se sentir autorisé à pouvoir être là. Je me dis, il y a un travail à faire avec ce parent. Il ne s'agit pas de mise en contact du parent et de l'enfant. Il s'agit d'aider ce parent à donner à l'enfant l'autorisation de pouvoir grandir en dehors de lui. Et pour moi, ça, c'est le summum, l'ultime de la parentalité. Hein, c'est-à-dire ce renoncement, cette prise de conscience. Et je me dis que c'est très difficile pour certains parents, pour certaines mères notamment. C'est extrêmement compliqué de faire de pouvoir donner ça à l'enfant. Et je me dis, là, on a un job à faire. Donc la limite, c'est lorsque le parent n'est plus parent. Et encore, on pourrait se demander, même quand il y a des déchances d'autorité parentale, chez des adolescents, on s'aperçoit qu'ils continuent à avoir des contacts, et tout ça est bien compliqué. Et donc on pourrait continuer à travailler finalement avec ses parents pour aider à identifier qu'est-ce qu'il a besoin, cet enfant, maintenant. Et dans cette ambivalence dont tu parles, je veux pas, mais j'attends quand même. Idéalisation, besoin de reconnaissance, besoin de certitude d'un lien affectif.
besoin aussi de reprendre ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais vraiment un mauvais enfant qui méritait ce qu'il a vécu? Enfin, il y a des tas de questions. Et donc je me dis, ben voilà encore du travail à faire avec ce parent. Qui peut donner ça? On peut mettre un autre lieu d'accueil, on peut mettre une assistante familiale. Bien sûr, elle va apporter d'autres besoins. Elle va répondre à d'autres besoins fondamentaux. Mais ce besoin existentiel de l'enfant, de pouvoir se construire une identité à partir de sa famille qui lui a fait vivre des choses insupportables, condamnables, etc., il reste pour cet enfant le besoin de se construire avec cette histoire. Et cette question de l'autorisation que peut donner un parent, qui peut permettre à l'enfant. Donc c'est vrai qu'en espace de rencontre, nous, donc on travaille sur prescription judiciaire, affaires familiales pour la plupart, pour 80%, 10% juge des enfants, et sinon le conventionnel, la prévention qu'on souhaite continuer à développer. Mais pour la partie affaires familiales, c'est des accompagnements beaucoup plus courts qu'on peut trouver en protection de l'enfance. Nous, on est, si on doit donner une temporalité, plutôt sur 6 mois renouvelable une fois, même si ce n'est pas une temporalité qui est enfermante, parce que tous les espaces de rencontre, tous les professionnels connaissent ces parents qui reviennent des années après, parce qu'ils sont parents-là. Même si effectivement la rencontre ne se fait pas dans le réel, et même des enfants qui apprennent que leurs parents sont venus. Et on sait que pour eux, ça fait fonction de quelque chose, même si dans le réel, à un moment donné, ils ont refusé de rencontrer ce parent-là. Oui, je pense que c'est important pour le professionnel de penser que si le parent qui a des difficultés à répondre à tel ou tel besoin, qui est rejeté par l'enfant, qui est tenu à distance, ou bien par décision judiciaire est écarté, ou doit bénéficier de visites encadrées ou de lieux de rencontre, etc. Je pense qu'il est important de se demander qu'est-ce que cet enfant pense, ressent, croit que le parent a comme intention quand il fait ceci ou cela. Et par rapport à cela, une fois qu'on a identifié quel était le besoin de l'enfant à partir du travail qu'on peut faire avec l'enfant, il me semble qu'on peut travailler avec le parent, sans l'enfant, avec le parent, sur ces besoins de l'enfant et comment le parent pourrait répondre à ces besoins de l'enfant. Donc en changeant de position, peut-être en venant à la visite, même s'il ne veut pas venir, l'enfant, de continuer à venir. Peut-être d'écrire un mot, peut-être de, je ne sais pas, laisser un présent, un cadeau, que sais-je, dire quelque chose à l'intervenant qui le dira à l'enfant. Enfin, je ne sais pas, quelque chose qui serait, une fois de plus, bon pour cet enfant à partir de ces besoins-là. Et donc, le professionnel identifie un certain nombre de besoins chez l'enfant, se fait médiateur auprès du parent et aide le parent à apporter cette réponse à l'enfant. Pour moi, le travail, c'est pas la mise en relation forcément qui va toujours être le... Enfin, bien sûr, c'est important et quand c'est possible, il faut le faire, et bien entendu. Mais même quand ça, c'est pas possible pour des tas de raisons, il y a du job à faire pour aider à répondre aux besoins de l'enfant. Je pense que de ce côté-là, il me semble que vous devriez continuer à vous battre pour avoir du temps d'accompagnement au-delà du temps collectif, parce que ce temps collectif, il est fondamental dans votre espace, mais que certaines situations un peu plus complexes nécessitent de pouvoir accompagner les enfants et les parents séparément, parfois ensemble, dans des espaces qui soient des espaces plus sécures, plus individualisés que le collectif, pour permettre qu'ensuite le collectif puisse porter ses fruits. Oui, on est d'ailleurs toutes ces évolutions questionnent beaucoup les lieux dans leur pratique en fonction de l'histoire d'où ils viennent. Est-ce que c'était plutôt des associations de soutien à la parentalité ou plutôt de protection de l'enfant? Chacun vient aussi avec son histoire institutionnelle. Et c'est vrai que pour les espaces de rencontre qui pratiquent le collectif dans l'accueil, ils voient aussi à quel point le collectif de parents et d'enfants va faire fonction à un moment donné de passages que ne peuvent pas faire des professionnels, et que à certains moments, l'accompagnement individualisé, même dans ce cadre collectif, est indispensable pour pouvoir permettre aux histoires de se déployer. Bien sûr. Je pense de toute façon, on est toujours dans des trucs soit, quoi. C'est collectif versus individuel, parents versus enfants. Et le collectif, bien sûr, et l'individuel quand c'est nécessaire. Il n'y a pas une opposition, une complémentarité à rechercher, cas par cas, et bien sûr. Merci Serge pour cet éclairage aussi pour nous de notre pratique, de la façon de penser l'accueil.
comme l'espace pour ouvrir des possibles rencontres. C'est ce qu'on fait en tant que professionnel. Donc pour nous permettre de penser l'accueil et de pouvoir le questionner aussi en équipe au regard de toutes ces évolutions. Je voulais te demander pour finir, parce que on anime nombre de formations aussi et souvent les professionnels demandent des outils pour mieux penser en équipe, mieux accompagner les familles. On peut se sentir assez impuissant dans un certain nombre de situations. C'est tout l'intérêt de l'analyse de pratique d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup aux prises avec cette émotion. Donc, je sais que l'IAC a développé un outil sur l'accompagnement à penser les besoins des enfants en équipe. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et nous parler de quelques lectures ou ressources qu'on pourrait avoir pour continuer notre travail ? Oui, alors on a effectivement mis en place ce petit support de formation sur les besoins de l'enfant à la suite de la démarche de consensus et de la loi de 2016. L'idée, c'était d'avoir un outil qui soit assez simple, assez ludique, plutôt un peu sexy, quoi, enfin qui donne envie de l'utiliser plutôt que des questionnaires où il faut cocher des cases et voilà. Donc on a ce support qui se décline, donc c'est 35 besoins fondamentaux à partir de la conférence de consensus qu'on a reformulé de manière à ce que n'importe quel professionnel puisse comprendre, s'en servir, l'utiliser avec des enfants petits, des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la langue française, etc. Donc 35 besoins fondamentaux, 15 besoins spécifiques, dès lors qu'un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, qu'il est séparé de ses parents. Donc on a un petit plateau dans lequel on peut organiser ces cartes qui représentent les catégories de besoins et les domaines de besoins de l'enfant, les ressources, les empêchements, et on a aussi décliné ça sur une affiche qu'on peut mettre dans son bureau, salle de réunion, comme ça, à force de passer devant, au bout d'un moment, les besoins fondamentaux, c'est là. On n'a pas besoin de les apprendre par cœur, ça se fait tout seul. Puis des petites plaquettes aussi, et on a un peu de recul, puisque depuis 2018-2019, on a formé à peu près 1500 professionnels à utiliser cet outil. Et on se rend compte que, comme on n'en a pas fait un truc protocolaire, avec une procédure à suivre, des trucs à cocher, etc., mais c'est plutôt un outil créatif, c'est-à-dire que les professionnels inventent en fonction des situations, de leur culture, de leurs références d'équipe, plutôt psychanalytiques, systémiques, attachmentistes, etc. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a pas mal d'expériences différentes, avec des enfants petits, avec des familles plutôt en grande difficulté, protection de l'enfance. Et c'est très intéressant à la fois comme outil d'analyse des situations, c'est-à-dire on peut l'utiliser en équipe, ou comme outil aussi de construction avec les familles. C'est-à-dire quand même le but du jeu, c'est que les familles s'emparent de cette logique de la pourvoyance des besoins, et qu'on ne soit pas constamment derrière eux à leur dire « Ah, c'est bien, c'est pas bien, il faut faire autrement, etc. » On a un exemple comme ça, j'aimerais en dire deux mots, c'est une situation d'AMO, donc en milieu ouvert, judiciaire, une famille qui avait 10 ans de protection de l'enfance. Donc placement, retour, AMO, mesures d'investigation, etc. Et donc le magistrat dit « Écoutez, j'en peux plus de votre famille, je vous remets 1 an d'AMO, mais vraiment, quoi, bon. » Et donc l'équipe qui était formée à ce kit, ce support, dit « Bon, de toute façon, on n'a rien à perdre, on va pas faire comme d'habitude, on va juste travailler que les besoins avec ce support, on va faire que ça. » Et au bout d'1 an, donc nouvelle audience, et donc la famille est arrivée avec le kit. Ils ont mis les cartes sur la table et ils ont dit voilà, quand on a commencé la mesure, il y avait ça qui n'était pas pourvu. On avait ça comme empêchement et on a mobilisé ça comme ressource. Et aujourd'hui, voilà où on en est, etc. etc. Et le magistrat a été un petit peu impressionné par cette retour de situation. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est la phrase qu'a dit à la sortie de l'audience la famille, la mère, qui a dit pour la première fois, on a compris ce qu'on attendait de nous. 10 ans de mesure. C'est la première fois qu'on a compris ce qu'on attendait de nous. Et je trouvais que c'était très très intéressant le fait qu'on intervient de façon un peu surplombante en disant aux familles des choses, en donnant des conseils, etc. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de s'approprier finalement ? Et je trouve que les besoins fondamentaux, c'est ce que cette loi de 2016 nous permet vraiment
mettre les parents. On dit souvent les parents doivent être acteurs, ils doivent s'approprier les choses, mais est-ce qu'on leur donne les moyens de s'approprier les choses par nos actions? Voilà, sinon on avait fait un petit livre sur les conflits parentaux, un livre pour enfants qui s'appelle Mes parents se font la guerre, et ce livre est épuisé, mais on l'a mis sur internet, donc sur le site de l'IAC. Les personnes, donc c'est un livre audio, donc c'est une petite vidéo, et quand on clique, on a le texte qui est lu, et on a les images du dessin qui sont, je trouve, assez jolies, et qui permet d'attirer l'attention sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand les parents sont en conflit. Et puis on a un petit bouquin aussi qu'on a mis en ligne parce qu'il est épuisé sur parentalité empêchée, où on explique un petit peu la démarche. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette idée-là, ce concept, ils peuvent aussi sur le site trouver pour en finir avec les parents toxiques, parentalité empêchée. Et actuellement, on travaille sur un autre outil avec un pédopsychiatre, Antoine Devos, qui est chef de pôle en Normandie. Et on travaille sur un outil diagnostique pluridisciplinaire. C'est-à-dire, notre idée, c'est des enfants présentent des troubles, manifestent des symptômes, tout le monde est un peu perdu, on se renvoie la balle, que fait la pédopsychiatrie, que fait l'éducateur, etc. Et on s'aperçoit que tout le monde ne parle pas forcément la même langue. Et donc comment mettre tout le monde autour de la table, avec des questions qui sont des questions très simples, qui permettent de partager nos observations, de partager ce qu'on vit avec l'enfant, chacun de sa place, centre familial, école, pédopsychiatre, psychologue, éducateur, etc. De partager à partir d'observations structurées, très simplement, hein, donc pas de jargon, des questions essentielles pour l'enfant, et qui sont toutes des questions articulées à des problématiques existentielles fondées sur la clinique et la psychopathologie. Mais simplement, dans le questionnement, on n'a pas du tout trace jargonnante de psychopatho, mais par contre, on est au cœur de la question. Ça nous permet de partager un diagnostic, mais pas un diagnostic pour épingler l'enfant et lui mettre une étiquette dans le dos. Je ne sais pas quelle. Ça sera une autre question pour le pédopsychiatre, dans d'autres espaces. Mais là, dans l'espace pluridisciplinaire, c'est diagnostiquer pour chercher des stratégies ici et maintenant. On a identifié telle problématique existentielle en ce moment. Qu'est-ce que la centre familiale peut faire? Qu'est-ce que le pédopsychiatre peut faire? Voilà. Et donc d'être en synergie, partager un diagnostic pour orienter une stratégie d'aide de l'enfant, de soin de l'enfant, prendre soin de l'enfant. Donc ça, on est en train de finir l'article, et dans cet article-là, il y aura les grilles, les petites trames, les petits supports de discussion. Une fois de plus, ce n'est pas des questionnaires où il faut cocher des cases, mais c'est des questions à partager ensemble, à partager notre vécu avec l'enfant ensemble autour de ces questions. Et puis, un dernier outil qui n'est pas un outil de l'IAC, mais que je recommande sur la haute conflictualité, c'est le travail de cette équipe de Liège, donc Catherine Denis et ses collaboratrices et sœurs, qui ont écrit un article qui s'appelle « Restaurer la parentalité en situation de conflit », et qu'on trouve sur Cairn, je pense probablement libre, hein, voilà. Et dedans il y a un questionnaire qui est très intéressant, c'est lorsque deux parents sont en conflit, ils sont séparés et en conflit, et que chacun passe son temps à attaquer l'autre en disant non, il a encore fait ci, il a encore fait ça. Là c'est un recentrage sur les capacités, auto-évaluation des capacités parentales en situation de séparation. Donc c'est à partir d'études canadiennes sur au fond, les enfants qui vont bien en situation de divorce et de séparation, quel est le contexte parental, hein? Et donc, quelles sont les capacités parentales à mettre en œuvre? Et donc, c'est sous forme de questions auto-évaluatives. Donc, je suis en capacité de parler en bien de l'autre parent, je suis capable de mettre l'autre parent comme première personne ressource en cas d'imprévu pour moi, etc., etc. Et donc, il y a un questionnaire qui est aussi à destination des beaux-parents, et qui est complémentaire à celui-là. Je suis capable d'aider, encourager le parent, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très très complémentaire, qui est utile aussi, notamment pour engager un travail de recentration sur soi et arrêter d'être dans l'attaque et la critique de l'autre qui ne fait pas avancer, bien au contraire. Donc c'est des petits trucs très très simples, mais qui nous permettent quand même de travailler, de travailler dans des situations qui ne sont pas toujours faciles.
Très bien, merci beaucoup, beaucoup. Et qui nous renvoie, alors nous, puisque tu as parlé de cette petite histoire en sortant du tribunal, qu'est-ce qu'on attend de nous au bout de 10 ans d'accompagnement. Tous les travailleurs sociaux connaissent l'épuisement de familles qui sont là pendant extrêmement longtemps et sur lesquelles on se pose à chaque fois la question de la pertinence de l'intervention. À travers ces petits outils dont tu as parlé, on entend que ce sont aussi aux parents, aux enfants de venir s'approprier, utiliser leurs mots et que ce n'est qu'un soutien à la discussion, mais pour que chacun puisse s'approprier et puisse s'exprimer. Et moi, ça résonne beaucoup puisque c'est exactement le sujet du prochain colloque que nous organisons à Lille au mois d'octobre. Sur donnons la parole aux enfants et aux parents, réfléchissons la pérédance. En tout cas, comment continuer à construire des dispositifs qui ne soient pas pour, mais aussi avec. Qui, comme tu dis, c'est pas ou, mais c'est pour et avec. Voilà. Donc merci Serge pour cet échange plein d'humanité et très positif sur aussi la façon dont on peut penser des parents et enfants fragilisés. Voilà. Merci à vous. Merci.